livre et je vais commencer le livre donc de Gatsby le Magnifique, histoire d'un petit peu, alterner entre différentes lectures, pour éviter un petit peu la répétition aussi de mon côté parce que, bah, c'est ce que je préfère et c'est aussi comme ça que je lis, par moi-même et donc Gatsby le Magnifique qui est un livre que j'ai lu déjà il y a plus de 10 ans et que j'avais énormément, énormément aimé et j'ai découvert qu'il était tombé dans le domaine public, cette année. Donc, eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion un petit peu, de le faire partager avec vous. On va lire jusqu'à, je pense pendant 30 minutes environ et puis ensuite je verrai si je suis motivée ou non pour continuer. Chapitre 1. Quand j'étais plus jeune et plus influençable, mon père m'a donné un conseil que je n'ai cessé de méditer depuis. Chaque fois que tu as envie de critiquer quelqu'un, me dit-il, souviens-toi seulement que tout le monde n'a pas bénéficié des mêmes avantages que toi. Je vais juste faire une vérification sur le son. Ok, donc je pense que ça devrait aller. Il n'en dit pas plus, mais nous nous sommes toujours étrangement bien compris, quoique toujours à demi-mot, et je vis bien que cela signifiait beaucoup plus pour lui. Par conséquent, je préfère m'abstenir de juger. Ainsi, suis-je devenu le confident de beaucoup de personnalités intéressantes, et aussi la victime d'un certain nombre de raseurs invétérés. Les êtres extraordinaires sont prompts à repérer et à apprécier une telle ouverture d'esprit, surtout lorsqu'elle se manifeste chez un individu ordinaire comme moi. Si bien qu'à l'université, on m'a injustement reproché d'être un intrigant, sous prétexte que j'obtenais des garçons réputés farouches et impénétrables qu'ils me livrent leurs tourments secrets. En réalité, la plupart de ces confidences m'étaient imposées. Je faisais souvent semblant de dormir, d'être très occupé, ou affichais une indifférence hostile quand je me rendais compte, et certains indices ne trompent pas, qu'une révélation intime se profilait à l'horizon. Car les révélations intimes des jeunes gens, ou du moins leur mode d'expression, sont rarement inédits et souvent expurgés. S'abstenir de juger permet de conserver indéfiniment l'espoir. Aujourd'hui encore, j'aurais un peu peur de passer à côté de quelque chose si j'oubliais ce principe que formulait mon snob de père, et que, snob moi-même, j'ai fait mien. Le sens des convenances les plus élémentaires est inégalement réparti à la naissance. Ayant ainsi vanté ma tolérance, je dois maintenant en avouer les limites. Que nos actes reposent sur des fondations solides comme la pierre ou instables comme des marécages, au bout du compte, ça m'est égal. Lorsque je suis revenu sur la côte Est l'automne dernier, j'aurais aimé que le monde entier se conforme et se soumette pour toujours au même impératif moral. Je voulais renoncer à ces aventures turbulentes qui m'avaient donné un aperçu privilégié sur les tréfonds de l'âme humaine. Seul Gatsby, l'homme qui donne son nom à ce livre, faisait figure d'exception. Gatsby, qui représentait pourtant tout ce que je méprise profondément. Si la personnalité de quelqu'un est essentiellement la somme de tout ce qu'il a accompli, alors oui, il y avait chez lui quelque chose de grandiose, une sensibilité accrue aux promesses de la vie, comme s'il était relié à l'une de ces machines complexes qui détectent les tremblements de terre à 15 000 kilomètres de distance. Cette réceptivité n'avait rien à voir avec la sensiblerie mollassonne qu'on honore sous le nom de tempérament créatif. C'était une aptitude extraordinaire à l'espoir, une vocation romantique que je n'ai jamais rencontrée chez personne d'autre et ne rencontrerai probablement jamais plus. Non, Gatsby, lui, a bien tourné finalement. En revanche, c'est ce qui a perdu Gatsby, une écume nauséabonde qui flottait dans le sillage de ses rêves, qui a mis fin pour l'instant à mon intérêt pour les peines avortées et les élans brisés des humains. Je viens d'une petite ville du Middle West où, depuis 3 générations, ma famille jouit d'une excellente réputation et d'une certaine aisance financière. Les Caraway forment une sorte de clan et la tradition veut que nous descendions des ducs de Buccleuch. Mais la branche la plus prosaïque à laquelle j'appartiens remonte au frère de mon grand-père, qui s'est installé ici en 1851, a payé un suppléant pour aller faire la guerre de sécession à sa place et monter le commerce de quincaillerie en gros que mon père dirige aujourd'hui. Je n'ai pas connu ce grand-oncle, mais on dit que je lui ressemble.
en se référant précisément au portrait de lui, plutôt austère, qui orne le bureau de mon père. J'ai obtenu mon diplôme à Yale en 1915, exactement un quart de siècle après mon père, et un peu plus tard, j'ai contribué à endiguer la migration teutonne connue sous le nom de Grande Guerre. Je pris tant de plaisir à cette contre-offensive que j'en revins fort excité. Le Middle West, que je considérais auparavant comme le centre du monde, ne m'apparaissait plus que comme sa figure extrême. Je décidai donc de partir dans l'Est et d'apprendre le métier d'agent de change. Yeah, sorry, I'm speaking in French. I'm reading in French for this one. Thank you. Tous les gens que je connaissais travaillaient chez des agents de change. Thanks. Je supposais donc qu'ils pourraient bien nourrir une personne de plus. Mes oncles et tantes, réunis au grand complet, en débattirent comme s'il s'agissait de m'aider à choisir une classe préparatoire et conclurent. Pourquoi pas, d'un air sévère et hésitant. Mon père accepta de m'entretenir encore 1 an, et, après avoir ajourné mon départ pour diverses raisons, je finis par arriver dans l'Est définitivement, du moins le croyais-je, au printemps 1922. Il aurait été plus commode de chercher un logement à New York, mais il faisait déjà très chaud ce printemps-là, et je venais juste de quitter une région où les pelouses sont vastes et les frondaisons accueillantes. Aussi, lorsqu'un jeune homme au bureau suggéra que nous pourrions louer une maison ensemble dans un village des environs, cela me parut une idée de génie. Il trouva la maison, un bungalow en carton-pâte, battu par les vents, pour 80 $ par mois, mais à la dernière minute, la firme le muta à Washington, et je partis m'installer tout seul à la campagne. J'avais un chien, du moins pendant quelques jours avant qu'il ne prenne le large. Une vieille Dodge et une femme de ménage finlandaise, qui faisait mon lit, préparait mon petit déjeuner et marmonnait à elle-même des sentences finlandaises au-dessus de la cuisinière électrique. Les tout premiers jours, je me sentis assez seule, jusqu'au matin où un homme, plus récemment arrivé que moi, m'arrêta dans la rue. Bye. Thank you. Comment va-t-on à West Egg Village? Me demanda-t-il, l'air désorienté. Je lui répondis. Et en repartant, je ne me sentais plus seule. J'étais un guide, un éclaireur, un pionnier. Il m'avait, sans le vouloir, octroyé le droit de citer sur ses terres. Et ainsi, avec le soleil et les feuillages éclatants dont les arbres se couvraient à vue d'œil, comme dans un film projeté en accéléré, je retrouvais cette conviction familière que la vie recommençait toujours en même temps que l'été. J'avais tant de livres à lire, avant tout, et tant d'énergie vitale à puiser dans ce souffle de renouveau. J'achetai une douzaine de volumes sur la banque, le crédit et les fonds de placement qui alignaient sur mon étagère leurs tranches rouges et or comme une monnaie fraîchement frappée, promettant de me révéler de brillants secrets comme les seuls Midas, Morgan et Mécène. J'avais la ferme intention d'en lire bien d'autres encore. J'étais plutôt douée pour la littérature à la fac. J'avais passé 1 an à rédiger une série d'éditoriaux pompeux et convenus pour le Yale News. J'allais désormais refaire une place à tout ça dans ma vie et redevenir le plus limité de tous les spécialistes, ce qu'on appelait autrefois un honnête homme. Ceci n'est pas une simple boutade. On voit tellement mieux la vie quand on l'observe depuis une seule fenêtre après tout. Le hasard avait voulu que je loue une maison dans l'une des plus étranges communautés d'Amérique du Nord. Elle était située sur cette presque île étroite et turbulente qui s'étend à l'est de New York, et où, entre autres curiosités naturelles, on trouve 2 extraordinaires formations de terrain. À 30 km de Manhattan, 2 énormes œufs, aux contours identiques, laissant entre eux un espace réduit qu'on pourrait, par pure courtoisie qualifier de baie, s'avancent dans les eaux salées les plus domestiquées de l'hémisphère occidental. Ce grand poulailler humide qu'est le détroit de Long Island. Leur ovale n'est pas parfait. Comme l'œuf légendaire de Christophe Colomb, ils sont tous deux aplatis au niveau de leur point de contact. Mais leur ressemblance physique doit être une source d'émerveillement perpétuel pour les goélands qui les survolent. Le simple humain dépourvu d'ailes s'intéressera davantage à un autre phénomène.
leur dissemblance totale, exception faite de leur forme et de leur taille. J'habitais West Egg, le moins, disons le moins chic des deux, même si c'est la manière la plus superficielle de définir le contraste bizarre et même carrément inquiétant qui les opposait. Ma maison se trouvait à l'extrémité de l'œuf, à seulement 50 mètres du détroit, coincée entre deux immenses propriétés qu'on louait 12 ou 15 000 dollars la saison. Celle de droite était un machin colossal, quels que soient vos critères. De fait, c'était la copie de quelque hôtel de ville normand, flanqué d'une tour flambant neuve, sous un fin duvet de lierre fraîchement poussé, avec une piscine en marbre et plus de 15 hectares de pelouse et de jardin. C'était le manoir de Gatsby. Ou plutôt, car je ne connaissais pas M. Gatsby, c'était un manoir habité par un gentleman qui portait ce nom. Ma propre maison était une offense au regard, mais une offense modeste, sur laquelle on avait fermé les yeux, de sorte que je jouissais de la vue sur la mer, sur un petit bout de la pelouse de mon voisin, et de la proximité réconfortante de millionnaires. Tout ça pour 80 dollars par mois. De l'autre côté de la petite baie, les blancs palais du chic East Egg scintillaient le long du rivage, et l'histoire de cet été-là ne commence réellement que le soir où je pris la route pour aller dîner en face, chez Tom et Daisy Buchanan. Daisy Buchanan était la cadette de mes cousines issues de Germain, et j'avais connu Tom à la fac. Et puis, juste après la guerre, j'avais passé 2 jours avec eux à Chicago. Le mari de Daisy, entre autres exploits sportifs, avait été l'un des ailiers les plus invincibles qui ait jamais connu l'équipe de football de Yale. Un héros national en quelque sorte, un de ces hommes qui atteignent un tel degré d'excellence à 21 ans, dans un domaine par ailleurs limité, que tout, après cela, ne peut avoir qu'un goût de défaite. Sa famille était fabuleusement riche. Déjà à la fac, on lui reprochait ses dépenses excessives, mais maintenant qu'il avait quitté Chicago pour s'installer dans l'Est, son train de vie était devenu stupéfiant. Par exemple, il avait fait venir de Lake Forest toute une écurie de poneys de polo. J'avais du mal à me faire à l'idée qu'un homme de mon âge puisse se permettre un luxe pareil. Pourquoi étaient-ils venus dans l'Est? Je l'ignore. Ils avaient passé 1 an en France, sans raison particulière, puis vagabondé ici et là, sans relâche, partout où les gens jouaient au polo et étaient riches ensemble. Leurs installations dans l'Est étaient définitives, d'après ce que m'avait dit Daisy au téléphone. Mais je n'y croyais pas. Je ne lisais pas dans le cœur de Daisy, mais il me semblait que Tom vagabonderait encore et toujours, cherchant avec un brin de nostalgie à revivre les sensations fortes de ces matchs de football à jamais révolus. Et voilà comment, par une chaude et venteuse soirée, je pris la route pour aller dîner à East Egg, chez 2 vieux amis que je connaissais à peine. Leur villa était encore plus somptueuse que je ne m'y attendais. C'était une ravissante maison coloniale de style géorgien, rouge et blanche, qui surplombait la baie. La pelouse partait de la plage et grimpait sur 500 mètres jusqu'à la porte d'entrée. Enjambait des cadrans solaires, des sentiers pavés de briques et des jardins flamboyants, atteignant enfin la maison et se brisaient contre ses murs, dans une explosion de vignes vierges, comme emportée par son élan. Sur la façade se découpait une série de porte-fenêtres embrasées, à cette heure de la journée, de reflets dorés et de grandes ouvertes au vent chaud de la fin d'après-midi. Tom Buchanan, en tenue d'équitation, m'attendait debout, jambes écartées sous le porche. Il avait changé depuis Yale. C'était maintenant un homme de 30 ans, robuste, aux cheveux couleur paille, avec une bouche plutôt dure et des manières hautaines. Ses yeux brillants et arrogants lui mangeaient le visage et vous toisaient constamment d'un air agressif. Même l'élégance efféminée de sa tenue d'équitation ne parvenait pas à dissimuler l'énorme puissance de ce corps. Il semblait comprimé dans ses bottes luisantes au point d'en faire craquer les coutures, et quand il remuait les épaules, on pouvait voir jouer une grosse masse de muscles sous le fin tissu de sa veste. C'était un corps doué d'une énorme force de levier, un corps cruel. Lorsqu'il ouvrait la bouche, sa voix de ténor rauque et bourru accentuait encore son expression belliqueuse. Il s'y glissait un soupçon de condescendance paternaliste, y compris envers les gens qu'il aimait bien, et il y avait à Liel des garçons qui ne pouvaient pas le voir en peinture. Bon, ce n'est pas parce que je suis fort et plus viril que vous, semblait-il dire, que vous êtes obligé d'être de mon avis.
Nous avions intégré le même club d'étudiants, et bien que nous n'ayons jamais été intimes, j'ai toujours eu l'impression qu'il m'appréciait et recherchait mon amitié, avec ce mélange de nostalgie et d'agressivité qui lui était propre. Nous bavardâmes quelques minutes sous le porche ensoleillé. Pas mal cette baraque, non? Dit-il, sans cesser de jeter les yeux de tous côtés. Il me prit par le bras, me fit pivoter et, d'un grand geste de la main, balaya le panorama. Un jardin à l'italienne en contrebas, 300 mètres carrés de roses au parfum âcre et profond, et un bateau à moteur au nez camus secoué par le ressac au large. Elle appartenait à Demain, le mec du pétrole. Il me fit faire de nouveau demi-tour, poli mais brutal. Viens, on rentre. Nous traversâmes une entrée haute de plafond, jusqu'à une salle lumineuse, couleur de rose, fragilement reliée à la maison par 2 portes-fenêtres à chaque extrémité. Les fenêtres étaient entrebâillées et leur blanc miroitement contrastait avec la fraîcheur de la pelouse, dehors, qui semblait vouloir se frayer discrètement un accès jusque dans la maison. Un courant d'air traversa la pièce, gonfla les rideaux vers l'intérieur d'un côté, vers l'extérieur de l'autre, comme des pâles drapeaux, formant des torsades qui s'élançaient vers un plafond aussi orné qu'une pièce montée glacée de sucre, puis rida le tapis lit de vin où courut une ombre comme la mer sous le vent. Le seul objet dans la pièce à conserver une immobilité totale était un canapé monumental où 2 jeunes femmes étaient arrimées comme dans la nacelle d'un aérostat les relié à la terre ferme. Elles étaient toutes 2 vêtues de blanc, et leurs robes ondulaient et voletaient, comme si elles venaient juste d'achever un petit voyage aérien à travers la maison. Je dus rester quelques instants à écouter les rideaux claquer comme des fouets, et un tableau gémir au mur. Puis, il y eut comme un coup de tonnerre lorsque Tom Buchanan ferma la fenêtre du fond et le vent, pris au piège, vint mourir dans la pièce. Les rideaux, les tapis et les 2 jeunes femmes regagnèrent le sol lentement, oscillant comme des ballons. La plus jeune des 2 m'était inconnue. Elle était étendue de tout son long sur la partie du divan qu'elle occupait, complètement inerte, le menton délicatement projeté en avant, comme si elle y tenait en équilibre, quelque chose qui menaçait de tomber. Si elle m'aperçut du coin de l'œil, elle n'en laissa rien paraître. À vrai dire, c'est tout juste si je ne me surpris pas à lui présenter des excuses pour l'avoir dérangée en arrivant. L'autre fille, Daisy, tenta de se lever. Elle esquissa un léger mouvement, l'air décidé. Puis elle partit d'un petit rire absurde et charmant. Je ris aussi, et m'avançai dans la pièce. Je suis pas paralysée de joie. Elle rit de nouveau, comme si elle avait dit quelque chose de très spirituel, et retint ma main un moment, son regard levé vers moi, suggérant qu'il n'y avait personne d'autre au monde qu'elle désirait voir autant que moi. C'était son style. Elle glissa dans un murmure que la jeune équilibriste s'appelait Baker, de son nom de famille. J'ai entendu dire que cette façon qu'avait Daisy de murmurer n'avait pas d'autre motif que d'obliger les gens à se rapprocher d'elle. Une critique déplacée qui n'enlevait rien à son charme. Quoi qu'il en soit, les lèvres de Miss Baker frémirent. Elle m'adressa un hochement de tête presque imperceptible, puis la rejeta aussitôt en arrière. L'objet qu'elle tenait en équilibre avait manifestement chancelé d'un rien, lui causant quelque frayeur. Je faillis de nouveau m'excuser. Je me sens presque toujours incroyablement démunie. Je lui racontais que je m'étais arrêté une douzaine que je m'ai oula. Je lui racontais que je m'étais arrêté une journée à Chicago, en venant dans l'Est, et qu'une douzaine de personnes m'avaient chargé de lui transmettre des messages affectueux. Est-ce que je leur manque? S'écria-t-elle avec extase. La ville entière est plongée dans la désolation. Toutes les voitures ont leur roue arrière gauche peinte en noir, comme une couronne mortuaire, et la rive nord du lac retentit toute la nuit de sanglots ininterrompus. C'est magnifique. Retournons-y, Tom, demain. Puis, sans transition, elle ajouta. Il faut que tu vois le bébé. J'adorerais. Elle dort. Elle a 2 ans. Tu ne l'as jamais vue? Jamais. Eh bien, il faut que tu la voies. Elle est... Tom Buchanan, qui n'avait cessé de tournicoter à travers la pièce, s'arrêta et posa la main sur mon épaule. Que fais-tu, Nick? Je travaille pour un agent de change. Qui ça? Je le lui dis. Vois pas qui c'est, observa-t-il d'un ton sans réplique.
Il commença à m'énerver. « Tu verras, répondis-je sèchement. Tu verras si tu restes dans l'Est. Ah, je vais rester dans l'Est, ne t'en fais pas, dit-il. Il jeta un coup d'œil à Daisy, puis se retourna vers moi, comme s'il redoutait un commentaire qui ne vint pas. Je serais sacrément idiot d'aller vivre ailleurs. À cet instant, Miss Baker dit « Absolument ». Ce fut si soudain que je sursautai. C'était le premier mot qu'elle prononçait depuis que j'étais entré dans la pièce. Manifestement, cela l'étonna autant que moi, car elle bâilla, se leva en exécutant une série de mouvements rapides et adroits, et vint se placer au milieu du salon. « Je suis toute raide, se plaignit-elle. Je suis allongée sur ce sofa depuis la nuit des temps. Ne me regarde pas comme ça, rétorqua Daisy. J'ai passé tout l'après-midi à essayer de te traîner à New York. Non merci, dit Miss Baker à l'adresse des 4 cocktails qui arrivaient tout juste de l'office. Je suis en pleine période d'entraînement. Son hôte la regarda d'un air incrédule. Ah oui, il ne fit qu'une gorgée de son cocktail. Comment tu fais pour y arriver? Ça me dépasse. Je regardais Miss Baker en me demandant à quoi elle arrivait. C'était un plaisir de la regarder. Elle était mince, avec une poitrine menue et une silhouette très droite qu'elle accentuait en rejetant les épaules vers l'arrière, comme un jeune aspirant. Ses yeux gris, fatigués par le soleil, se tournèrent vers moi avec une curiosité poliment réciproque. Son visage était pâle, charmant, insatisfait. Je me rendis compte alors que je l'avais déjà vue quelque part, elle ou sa photo. « Vous habitez West Egg ?» fit-elle remarquer avec dédain. « Je connais quelqu'un là-bas. »« Moi, je ne connais pas. Vous devez connaître Gatsby. »« Gatsby ?» s'enquit Daisy. « Quel Gatsby ?» Avant que j'aie pu répondre qu'il était mon voisin, on annonça que le dîner était servi. Passant impérieusement son bras musclé sous le mien, Tom Buchanan me poussa hors de la pièce, comme s'il déplaçait un pion sur son échiquier. Minces, languides, leurs mains délicatement posées sur leurs hanches, les 2 jeunes femmes nous précédèrent dehors, sous la véranda couleur de rose, ouverte sur le crépuscule et où 4 bougies tremblotaient dans le vent qui avait faibli. « Pourquoi des bougies ?» protesta Daisy en fronçant les sourcils. Elle les moucha avec ses doigts. « Dans 2 semaines, ce sera le jour le plus long de l'année. » Elle nous regarda radieuse. « Est-ce que vous aussi, vous guettez toujours le jour le plus long de l'année, et puis vous le ratez? Moi, je guette toujours le jour le plus long de l'année, et je le rate. » « On devrait organiser quelque chose, » bâilla Miss Baker, qui s'assit à la table comme elle se serait mise au lit. « D'accord, » dit Daisy. « Qu'est-ce qu'on organise ?» Elle se tourna vers moi, l'air désespéré. « Qu'est-ce que les autres organisent ?» Avant que j'aie pu répondre, elle se mit à fixer son petit doigt d'un air épouvanté. « Regardez, gémit-elle, je me suis fait mal. » Nous regardâmes tous. La jointure était noire et bleue. « C'est de ta faute, Tom, » l'accusa-t-elle. « Je sais que tu ne l'as pas fait exprès, mais c'est toi qui l'as fait. Voilà le résultat quand on épouse une brute, une force de la nature, un type baraqué, une armoire à glace, un mastodonte. » « Je hais ce mot, mastodonte, » maugréa Tom, même pour rire. « Mastodonte, » insista Daisy. De temps en temps, elle et Miss Baker faisaient en aparté des réflexions narquoises et inconséquentes, une ébauche de conversation aussi légère que leurs robes blanches et leurs yeux indifférents, vides de tout désir. Elles étaient là et elles nous toléraient, Tom et moi. S'efforçant simplement, avec charme et courtoisie, de nous divertir ou d'être divertis. Elle savait qu'incessamment, le dîner s'achèverait et qu'un peu plus tard, la soirée elle aussi s'achèverait et qu'on passerait tranquillement à autre chose. C'était radicalement différent des soirées du Middle West, qui progressaient hâtivement, étape par étape, jusqu'à la dernière, et où l'on passait son temps à anticiper une suite toujours décevante, ou au contraire, tout simplement, les nerfs tortués par l'instant présent. « Avec toi, je me sens si peu civilisée, Daisy, avouai-je en me resservant du Bordeaux, bouchonné mais assez imposant. Tu ne peux pas discuter agriculture ou ce genre de choses. J'avais fait cette remarque sans dessein particulier, mais elle eut un effet inattendu. La civilisation court à sa perte,
s'exclama Tom avec violence. Je suis devenu terriblement pessimiste. Tu as lu L'ascension des empires de couleur de ce type-là, Godard? Non, répondis-je, plutôt surpris par son ton. Eh bien, c'est un livre intelligent. Tout le monde devrait le lire. L'idée, c'est que si on ne fait pas attention, la race blanche sera totalement submergée. C'est scientifique, c'est prouvé. Tom devient très intello, dit Daisy, avec une expression profondément triste. Il lit des livres intello, avec des mots compliqués à l'intérieur. C'était quoi ce mot qu'on... Eh bien, ce sont tous des livres scientifiques, insista Tom, en lui jetant un coup d'œil impatient. Ce mec a fait le tour de la question. Il ne tient qu'à nous, qui sommes la race dominante, d'être vigilants. Sans ça, les autres races vont tout contrôler. Il faut les combattre, chuchota Daisy, en clignant des yeux sous le soleil ardent. Tu devrais vivre en Californie, avança Miss Baker, mais Tom l'interrompit en se déplaçant lourdement sur sa chaise. L'idée, c'est que nous sommes des Nordiques. Moi, toi aussi. Et, après une infinitesimale hésitation, il inclut Daisy d'un léger hochement de tête, et elle me fit un nouveau clin d'œil. Et nous avons inventé tous les trucs qui font la civilisation. La science, l'art, quoi. Tout ça, pigé? Il y avait quelque chose de pathétique dans ses efforts, comme si, devenu plus exigeant qu'autrefois, il avait du mal à satisfaire sa propre vanité. Presque aussitôt après, le téléphone sonna à l'intérieur, et le majordome quitta la véranda. Daisy profita de cette interruption provisoire et se pencha vers moi. « Je vais te confier un secret de famille, murmura-t-elle avec enthousiasme. C'est à propos du nez du majordome. Tu veux que je te parle du nez du majordome? Je ne suis venue que pour ça. Bon, il n'a pas toujours été majordome. Il polissait l'argenterie chez des gens, à New York, qui avaient assez d'argenterie pour 200 personnes. Il polissait du matin au soir, et il a fini par contracter une maladie du nez. Et puis les choses ont dégénéré, intervient Miss Baker. Exactement, les choses ont dégénéré, tant et si bien qu'il a fini par abandonner son poste. Un bref instant, le soleil couchant caressa son visage radieux d'un éclat romantique. Retenant mon souffle, je dus me pencher pour entendre sa voix. Puis la lumière baissa. Les rayons du soleil désertèrent son visage un à un, malgré eux, à regret, comme des enfants que le crépuscule arrache à leur jeu. Le majordome revint et murmura quelque chose à l'oreille de Tom, qui fronça les sourcils, repoussa sa chaise et rentra dans la maison sans un mot. Comme si son départ avait déclenché quelque chose en elle, Daisy s'adressa de nouveau à moi, de sa voix ardente et musicale. « Que c'est bon de te voir assis là à ma table, Nick. Tu me fais penser à une rose. Absolument, à une rose, n'est-ce pas ?» Elle se tourna vers Miss Baker, cherchant son approbation. « On dirait absolument une rose. » C'était faux. Je ne ressemble pas, même de loin, à une rose. Elle improvisait, voilà tout, mais une chaleur grisante émanait d'elle, comme si son âme s'efforçait de vous atteindre par le biais de ses mots haletants, fiévreux. Puis, soudain, elle jeta sa serviette sur la table, s'excusa et rentra dans la maison. Miss Baker et moi, nous échangeâmes un coup d'œil soigneusement inexpressif. J'allais parler lorsqu'elle se redressa aux aguets et dit « Chut !» pour m'intimer le silence. On distinguait un murmure contenu et passionné qui venait de la pièce voisine, et Miss Baker tendit l'oreille sans vergogne, tâchant d'entendre. Le sens de ce murmure faillit nous parvenir. Il faiblit, repartit de plus belle, puis cessa complètement. « Ce monsieur Gatsby dont vous parliez est mon voisin, commençai-je. Taisez-vous, je veux entendre ce qui se passe. Il se passe quelque chose? Demandai-je innocemment. Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant? Dit Miss Baker, sincèrement étonnée. Je croyais que tout le monde l'était. Pas moi. Eh bien, hésita-t-elle. Tom a une maîtresse à New York. Une maîtresse? Répétai-je d'une voix blanche. Miss Baker opina. Elle pourrait avoir la décence de ne pas lui téléphoner à l'heure du dîner, vous ne trouvez pas? À peine avais-je eu le temps de saisir le sens de ses propos qu'une robe froufrouta, des bottes de cuir craquèrent, et Tom et Daisy avaient repris leur place à table. On n'y peut rien, s'écria Daisy, avec une gaieté nerveuse. Elle s'assit, lança un regard pénétrant à Miss Baker, puis à moi, et poursuivit. J'ai jeté un coup d'œil dehors. C'est très romantique dehors. Il y a un oiseau sur la pelouse.
On dirait un rossignol qui serait venu d'Europe à bord d'un transatlantique de la compagnie Cunard ou White Star. Il est en train de chanter. Sa voix aussi chantait. C'est romantique, n'est-ce pas, Tom? Très romantique, dit-il, puis se tournant vers moi d'un air pitoyable. S'il y a encore assez de lumière après le dîner, je veux t'emmener voir les écuries. La sonnerie du téléphone retentit de nouveau à l'intérieur, et, comme Daisy hochait la tête d'un air déterminé en direction de Tom, le sujet de conversation relatif à l'équitation, en vérité tous les sujets de conversation, s'évanouirent dans les airs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ça fait un peu plus de 30 minutes maintenant. Et puis, merci beaucoup pour avoir regardé. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt, que ce soit avec Gatsby ou avec une autre lecture. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.